me mettre des TD tard le soir par exemple ou tôt le matin, ce qui faisait que j'y allais avant d'aller au travail ou en sortant. À chaque fois, ma femme elle trouve que je me mets à pleurer quand je parle de ma fille et c'est vrai. Ouais. Et en fait, je regardais les forums et je voyais tous les gens qui disaient j'ai reçu la réponse, je suis admissible à la passerelle, je suis admissible, c'est trop bien. Et moi, je reçois rien. J'aurais franchement jamais réussi si elle n'avait pas été là, s'il n'y avait pas eu les enfants non plus, qui m'ont voilà quand je rentrais que c'était difficile, le fait d'avoir les enfants, ça rend les choses moins difficiles. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode témoignage. Aujourd'hui, on fait ça avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Maxime. Merci de venir discuter un petit peu avec moi. On va discuter de beaucoup de choses concernant ton parcours en médecine parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu arrives, où est-ce que tu as fait école, lycée ? Alors, moi, je suis né en région parisienne, à Poissy précisément. J'ai fait mon lycée dans cette jolie petite ville de banlieue parisienne. J'ai passé mon bac S en 2000 et je suis arrivé sur Toulouse un petit peu après, en 2003. D'accord. Le lycée se passe bien ? Tu as eu des résultats scolaires qui t'ont permis d'envisager tout type d'études ? J'avais des résultats scolaires qui étaient bien mais pas top, comme dirait mon ami le commissaire Bialès de la Cité de la Peur. Ça m'a permis d'envisager pratiquement les études que je voulais et de faire quand même ce que je voulais finalement. Ok, c'est-à-dire, donc, à la fin du lycée, tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire ? Alors, à la fin du lycée, je suis allé en classe prépa avec l'objectif de devenir ingénieur en aéronautique. Ce que j'ai réussi à faire, et c'est pour ça que je suis arrivé à Toulouse quand je suis arrivé à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, qui est donc installée à Toulouse. Comment est-ce qu'on rentre à l'ENAC ? C'est un concours qui se passe après 2 années de classe prépa scientifique. Et donc moi j'ai fait une prépa donc maths sup MPSI, maths physique sciences de l'ingénieur, et ensuite 2 maths P PSI, physique sciences de l'ingénieur. Et du coup, après, c'est un concours et en fonction du classement, on choisit une école. Ok, donc les 2 premières années de prépa, c'est à Paris ? C'est à Paris, au lycée Claude Bernard, dans le 16e arrondissement, juste en face du Parc des Princes. Ok. Et du coup, ce podcast, il vise à interroger des internes en médecine. Est-ce que tu es interne en médecine ? Je suis interne en médecine. Ok, donc il y a beaucoup de choses à raconter entre ces 2 étapes. Tu commences tes études à l'ENAC à Toulouse. Ouais. Combien de temps ça dure, des études ? Ça dure 3 ans. Je suis rentré en septembre 2003 et je suis sorti, j'ai terminé en septembre 2006. Ok. C'est quoi un petit peu le contenu ? T'as appris quoi ? Oh là, mon Dieu. J'ai appris plein de trucs passionnants qui concernaient les avions, puisque les avions sont ma passion, resteront toujours ma passion. J'ai choisi une filière électronique et donc on étudiait un petit peu tout ce qui était les systèmes de communication, de navigation, de surveillance. Et puis dans le tronc commun, tout ce qui concernait la façon de faire voler des avions et de les opérer en général. D'accord. Donc ça dure 3 ans ? Ça dure 3 ans, dont les 6 derniers mois de formation que j'ai passé en Finlande, en Erasmus, pour faire essentiellement du traitement du signal. Ok. Après avoir fait l'ENAC, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, après avoir fait l'ENAC, moi, j'ai été embauché par une entreprise qui travaillait dans le domaine dans lequel j'avais étudié, à savoir l'avionique. Et l'avionique, c'est-à-dire, en gros, l'électronique à bord des avions. Ok. Et donc, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le Flight Management System, ou le FMS pour les intimes. Et en gros, ce que je dis toujours, c'est le tom-tom de l'avion. Donc, en fait, c'est là-dedans que l'équipage rentre le plan de vol, ça calcule la trajectoire de l'avion, et ensuite, ça dialogue avec tous les automatismes qui permettent de faire voler les avions, quoi. Ok. Là, comme ça, en disant ça paraît simple. Ouais. Et ça l'est. Ça dépend. Ça dépend. Ok. Tu fais combien de temps dans cette entreprise ? Alors, dans cette entreprise, on va dire que donc, j'y suis rentré en septembre 2006. Et puis,
en fait, à proprement parler, je suis encore sous contrat avec cette entreprise. Ok, on va discuter de ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe tu continues et il y a quelque chose qui te titille en fait pour que tu nous parles aujourd'hui et que tu sois dans ce podcast pour être interne en médecine. À un moment donné, il y a un virage qui se fait. Je sais pas si c'est un virage vraiment, mais en fait, toujours été intéressé par tout ce qui concernait le corps humain et le corps humain en particulier, l'humain en général, même dans ses dimensions psychologiques, les relations avec les gens. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait énormément dans mon boulot. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était important pour moi avant d'arriver dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes études, moi j'étais un scientifique pur et dur. J'ai adoré tout ce que j'ai appris en classe prépa. J'ai adoré tout ce que j'ai appris pendant mes études parce que vraiment c'était ça correspondait à ce qui me passionnait. C'était vraiment ce que j'aimais. Mais par contre, quand je suis arrivé en entreprise, en fait ça me donnait un peu l'impression d'être propulsé dans la vie, de se rendre compte de ce qu'était la vie réelle par rapport à ce que j'avais pu projeter de mes études, au cours de mes études. Un côté théorique qui devient concret et qui finalement ne ressemble pas à ce que tu as appris. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, en fait, quand j'ai voulu devenir ingénieur, je me voyais comme un espèce de géo-trouve-tout là, dans mon laboratoire, à essayer de faire des expériences, d'imaginer des trucs, d'inventer des trucs. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on nous demandait beaucoup de remplir des tableurs Excel, de faire des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce que j'imaginais, et puis assez peu à voir. Enfin, c'était quand même en rapport avec les avions, mais je suis jamais monté dans un avion pendant tout mon boulot. Tu aurais eu une envie d'être pilote, par exemple ? Ça, c'est un peu compliqué. Ça m'a titillé à des moments, mais pas au point de le réaliser réellement. D'accord. Après, je suis pilote privé par ailleurs, mais j'ai jamais franchi le cap de devenir professionnel et pilote en compagnie, quoi. Ok, donc il y a cette remise en question. Et donc, est-ce que avant de faire ton choix au lycée, de partir notamment dans les concours, etc., est-ce que la médecine commence à pointer le bout de son nez ou pas du tout ? Pointer le bout de son nez, je sais pas, mais c'est vrai que j'étais pas trop mauvais en biologie quand j'étais au lycée, mais j'avais jamais vraiment imaginé que c'était pour moi. D'accord. Quand je voyais, quand j'étais élève au lycée, les gens qui imaginaient partir en médecine, je voyais des gens qui ils étaient tous très très passionnés. On avait l'impression qu'il y avait une espèce de vocation, que ça avait toujours été ça, que c'était la médecine ou rien. Et donc moi, je voyais vraiment ces gens-là comme une espèce à part qui était pas moi en fait. Et donc c'est vrai que même si j'étais intéressé par tout ça, finalement, j'étais tout autant intéressé, voire plus, par les sciences, on va dire un peu plus dures, quoi, les maths, la physique, et puis vraiment, moi, c'était les avions, quoi. Hein, donc, okay. Et donc, la médecine, c'était vraiment secondaire, quoi. Dans ta boîte dont tu nous parles, dans ton entreprise, l'idée chemine de partir en médecine. Comment ça se déroule ? Alors, comment ça se déroule ? En fait, j'avais quand même toujours un peu une espèce de je sais pas quel terme employer, mais une espèce d'attirance pour le médical, pour la profession médicale, et puis pour peut-être tout ce qu'on imagine en lien avec la médecine. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'ai un copain de promo qui était avec moi à l'ENAC qui en fait après une année de boulot, il nous envoie un mail sur la liste de groupe en disant voilà, j'ai une passerelle et je pars faire médecine. Alors là, moi, je me dis, c'est fou, on peut faire ça, quoi. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à travailler assez rapidement, je me suis pas vraiment senti à ma place. Je vais pas dire que j'ai tout de suite pensé à faire de la médecine, mais quelque part, dans un coin de ma tête, il y avait cette possibilité-là. Et alors, quand lui, il l'a réalisé, je me suis dit, waouh, dis donc, c'est fantastique. Peut-être qu'un jour, je le ferai, quoi. T'étais au courant de cette passerelle, des modalités, tout ça ? Tu l'avais... Non, absolument pas. C'est vraiment quand lui l'a fait que j'ai découvert que c'était possible. D'accord. Il y avait en plus un autre truc qui avait peut-être été un peu déterminant, c'est que quand j'étais au lycée, en fait, pour moi, la médecine, c'était l'apprentissage par cœur, quoi. La PACES, ça s'appelait PCEM1 à l'époque. C'était vraiment, les gens, ils bachotaient, ils apprenaient par cœur, ils recrachaient des trucs. Et moi, j'ai jamais été bon pour apprendre par cœur. J'ai jamais réussi à apprendre des poésies. J'ai jamais réussi à apprendre mes cours d'histoire, de géo, de tout ça.
Vraiment, j'y arrivais pas et jamais de la vie, j'aurais imaginé que je pouvais réussir la P1, quoi. Donc pour moi, la médecine, c'était comme ça. C'était pour des gens qui étaient câblés comme ça. Et voilà. Et par contre, le fait que j'ai découvert avec mon pote qui a fait ça, cette possibilité, vraiment. De pouvoir chanter la P1, en fait. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Parce qu'on rappelle la passerelle. Alors, il y a. Là, je crois qu'il y a beaucoup de modifications en cours de ce genre de réalisation. Mais la passerelle, ça permettait, je vais le mettre au passé, je ne sais pas si c'est toujours actuel, mais je pense que oui, et c'est d'ailleurs de plus en plus développé, au contraire, ça permet pour d'autres étudiants, d'autres cursus, d'être admis en deuxième année, en troisième année, ça dépend les modalités. En fonction de là où tu arrives, en fonction de plein de choses, tu vas nous raconter comment tu as pu mener tout ça à terme. Et en tout cas, ça permet de ne pas passer par le concours. Donc toi, tu te dis, j'ai cette possibilité. Ouais, mais ça met combien de temps à cheminer avant que... Ouais, ça met vachement de temps. Ça met vachement de temps parce que ça, j'ai appris. Florian, il est parti, il a fait cette passerelle. Il nous a annoncé ça en juin 2007. La décision vraiment de faire médecine, je crois que je l'ai prise entre 2010 et 2012. D'accord. Donc ça a mis du temps. Ok, donc tu as passé quelques années à toujours avoir ce espèce de raisonnement au fond de toi. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Ouais, c'est un peu ça. Avec, tu t'es penché sur la question de comment constituer un dossier, etc. Ou... En fait, quand on est installé dans une situation, c'est super difficile de se projeter dans autre chose, en fait, et de se dire, en fait, j'arrête ça. Je vais pas dire je tire un trait, parce que je considère pas que j'ai tiré un trait, mais en tout cas, je mets de côté tout ce pourquoi j'avais travaillé jusqu'à présent. Je remets en question toute la vie que j'avais construite, une carrière quelque part qui était un peu... qui aurait pu être vraiment sur des rails, et puis je repars à zéro, quoi. C'est vraiment très, très compliqué. C'est effrayant, ouais. Ouais, c'est vraiment effrayant. Et du coup, ça chemine. Et puis, franchement, je sais plus dire exactement. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu ailles à la fac demander les modalités où tu te renseignes sur Internet. Mais moi, je me suis renseigné sur Internet beaucoup, ouais. Je me suis renseigné sur Internet. Je m'étais inscrit sur des forums. Je discutais un petit peu avec les gens. Je regardais un petit peu comment ça se passait. Et puis, c'est surtout sur Internet que j'ai vu. Puis... en général, quand je m'intéresse à quelque chose, je creuse jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai trouvé tous les papiers, toutes les lois, tous les trucs et voilà. Est-ce que tu es accompagné à ce moment-là ? Non. Au moment où je prends la décision vraiment de me dire, en fait, je vais y aller, je dirais que c'est vers fin 2010, début 2011. Où vraiment je me dis, la décision elle est prise et puis un jour je serai médecin, quoi. Ok. Et là, donc, non, je suis un peu tout seul. Et c'est un peu difficile même d'en parler autour de moi. C'est toujours un peu la peur de la réaction des gens qui vont se dire, mais dis donc, tu te rends pas compte, mais c'est vachement long, c'est super difficile. Toute l'énergie que tu as déjà mis dans premier parcours. Ouais, et puis tu as un boulot, crache pas dans la soupe, y a plein de gens qui aimeraient être dans ta situation, tout ça. Puis je me dis, de toute façon, il faut que je le fasse parce que sinon dans 20 ans, je ferai une dépression, quoi. Ok. Il y a vraiment un côté qui répond à quelque chose de très profond en toi. Ouais, quelque chose de très profond et qui est vraiment, je pense, c'est vraiment le contact humain, quoi. Dans mon boulot, alors j'avais pas beaucoup de contacts humains, ce que je faisais m'intéressait d'une certaine façon, mais tous les contacts humains que j'avais avec soit des clients, soit des fournisseurs, soit des partenaires, des financeurs ou tout ça, c'était toujours tourné vers ce qu'on fait au travail, quoi. Et comment est-ce qu'on va réussir à faire gagner un peu d'argent à l'entreprise, comment est-ce qu'on va régler tel problème technique et tout ça. C'est des relations qui restent, qui sont... Ça manque de chaleur. Ça manque de chaleur, ça manque d'authenticité un petit peu parce que dans le business, dans les entreprises, en fait, les gens, et ça je l'ai vraiment découvert plus tard en faisant de la médecine, mais les gens portent un masque. Ils sont pas exactement les mêmes dans le milieu professionnel et comme ils sont dans la vraie vie. Et moi, ce que j'aimais, c'était les gens authentiques, quoi, en vrai. Ok. Bon, et comment est-ce que ça se concrétise ? Est-ce que tu montes un dossier ?
Ouais, je monte un dossier. Alors à l'époque, il fallait mettre un CV, il fallait mettre une lettre de motivation. Tu te souviens un peu du contenu de la lettre de motive? Ah ouais, je dois même pouvoir la retrouver éventuellement. Ouais. Elle est quelque part sur mon ordinateur. La première fois, j'ai pas été reçu. Ah ok. Ouais. Tu présentes une première candidature? Ouais, je présente une première candidature. Je sais plus en quelle année. Ça devait être peut-être en 2011, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça se présente comment? Tu constitues un dossier? Donc il faut constituer un dossier. Il fallait mettre un CV qui détaillait le parcours qu'on avait fait. Il fallait mettre une lettre de motivation. Et puis pour les gens qui avaient fait de la recherche, il fallait mettre des copies des publications. Alors moi, j'avais pas fait de publication, donc mon dossier il était plutôt ténu avec mon diplôme de bac, mon diplôme d'ingénieur, ma lettre de motivation et mon CV. Ok. Là, tu reçois un oui ou un non? Je reçois rien. Tu reçois la première fois, tu reçois rien? Je reçois rien. Ah oui, ok. Et en fait, je regardais les forums et je voyais tous les gens qui disaient j'ai reçu la réponse, je suis admissible à la passerelle, je suis admissible, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, je reçois rien. Donc moi, assez rapidement, je comprends que c'est mort. Et en fait, la fac te dit rien du tout. Et ça, je trouvais ça super difficile en fait. Tu te sens vraiment, tu te sens dégagé sans aucun ménagement. Et en fait, j'ai reçu la réponse négative de la fac au mois de septembre. Okay. Alors que la passerelle, c'était l'admissibilité, c'était fin mai, les oraux en juin. Donc, si tu veux recevoir une lettre du doyen signée qui dit vous n'êtes pas pris. Ok. Franchement, ça a été un moment difficile. Ouais. Ok, le boulot qui se poursuit. Alors le boulot qui se poursuit, c'était un peu difficile parce qu'en fait, d'un côté, tu te projettes dans un truc où tu te dis je crois qu'il faut que je fasse ça pour arriver à avoir un vrai épanouissement. Mais tu es obligé quand même de te projeter sur quelque chose de concret qui est réel et qui est présent. C'est ça. Mmh. Et alors à peu près à ce moment-là, je change de travail aussi et je vais partir sur quelque chose qui satisfait un peu plus mes aspirations d'inventeur, puisque initialement je faisais de la recherche et développement, ce qui était très intéressant mais très, très stressant. Recherche-développement, c'est-à-dire que vraiment je travaillais sur un produit en particulier où on développait du logiciel, on faisait des tests, enfin c'était vraiment c'était sur un produit quoi. Donc il y avait des échéances de planning, des coûts à respecter, de la pression mise par les clients. C'était vraiment très stressant. Et puis comme c'est sur du logiciel embarqué, plein d'obligations administratives qui prennent vraiment le pas sur le côté technique et donc très frustrant. Et à ce moment-là, je change de travail pour aller faire plus de la recherche. Ça se rapprochait un petit peu plus du boulot d'ingénieur tel que je l'avais projeté. Donc c'est vrai que ça m'a un peu aidé aussi à franchir le cap. Et puis je me disais, du coup, ok, j'ai essayé, ça a pas marché. Voilà, on va essayer autre chose, quoi. Ok. Ça dure combien de temps avant une seconde candidature? Je crois que j'ai fait la seconde candidature, je crois que j'ai dû la faire immédiatement, l'année suivante. Ah ok. Ouais. L'année suivante, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas été pris non plus. Non. non, j'ai pas été pris non plus. Ok. Certainement pour les mêmes raisons. Hein. Je pense que mon parcours. Le dossier en lui-même n'avait pas franchement évolué. Il n'y avait pas de pièces supplémentaires. C'est pas vrai. Ok. J'avais essayé de mûrir un peu mon dossier. J'avais fait relire ma lettre de motivation par des gens que je connaissais dans le milieu. J'avais contacté un médecin de l'hôpital de Foix qui m'avait reçu 2 jours en stage d'observation un peu dans son service. Donc pendant ces 2 jours, j'avais t'avais essayé de fournir un petit peu. Ouais, c'est ça, pour avoir un dossier un peu plus fourni, dire quoi, je fais un petit truc. Alors aujourd'hui, je mesure à quel point c'était petit, mais quand même, c'était histoire de montrer un peu ma motivation. Et donc j'avais suivi des internes pendant je sais plus si c'était une journée ou 2, mais en gros c'était ça. J'avais bien aimé ce stage, ça m'avait pas non plus passionné. Je m'étais dit mais est-ce que vraiment ça va me plaire de faire de la médecine? Est-ce que je pars pas dans un truc là, zone de turbulence quand même, parce que tu poses des dossiers, mais à la fois tu fais des trucs et tu te dis est-ce que c'est vraiment pour moi? Le brouillard. Le brouillard, il était effectivement, c'est ça. Et donc là, tu reçois un courrier plus rapidement? Non plus, non, toujours plus. Pas. Non, toujours pas. C'est exactement la même chose. Est-ce que tu enchaînes une troisième candidature? Non, j'enchaîne pas de troisième candidature parce que a priori normalement il y avait droit à seulement 2 candidatures. Donc là pour moi c'était mort, c'était fini. Et en fait, je suis quelqu'un qui a de la ressource et donc je suis allé regarder toutes les subtilités qu'il y avait dans le texte de loi et il y avait une petite faille réglementaire qui disait qu'on avait le droit de postuler 2 fois à la passerelle
Et en fait, il y avait 2 passerelles. Il y en avait une pour rentrer en 3e année, une pour rentrer en 2e année. Ouais, ok. Et moi, j'avais postulé 2 fois à celle pour rentrer en 3e année. J'avais jamais postulé à celle pour rentrer en 2e année. Ok. Donc, Parce que tu tenais à chanter aussi la 2e année. Qu'est-ce qui te faisait... non, mais en fait, normalement, c'était diplôme d'ingénieur et doctorat, tu postules en 3e année, et puis diplôme de master, tu rentres en 2e année. D'accord. Et moi, j'avais un diplôme d'ingénieur, donc pour moi, c'était que la 3e année. Et en fait, après, finalement, je me suis dit, bah ouais, mais mon diplôme d'ingénieur, il me donne une équivalence de master, donc normalement, je devrais avoir droit à la passerelle 2e année. Le temps d'oser faire cette démarche-là et de me dire quand même je truande un petit peu, ça a pris un peu plus de temps. Et finalement, c'est en 2015 que je l'ai refait. Ok. Ce coup-ci, c'est passé. Ok. Donc, dossier accepté en médecine. Et cette fois-ci, ça prend en médecine, ouais. Quelle forme? Un courrier? Un bonnet de forme? Non, c'est un mail. C'est un mail, effectivement, que je reçois de la fac de Bordeaux, parce qu'en fait, la passerelle, on l'a passée... les facs étaient regroupés par centre d'examen, et moi, c'était Bordeaux. Et donc, je reçois un mail de la fac de Bordeaux qui me dit, voilà, vous êtes admissible à la passerelle, vous allez être convoqué pour l'oral, machin. Alors là, ça fait une espèce de... Je sais plus comment décrire ça, mais c'était vraiment... c'était intense. Ok. C'était intense. Formidable. Tu te dis que c'est le début de quelque chose de grand. Ouais. Où tu te dis, il y a quand même un oral qui fait quand même encore office de filtre assez intense. Ouais, c'est vrai, il y a ça. Et je crois que l'oral, il retirait... en fait, il prenait en admissibilité 2 fois plus de personnes qui avaient de place. Donc, il y avait une chance sur 2 de ne pas être pris à l'oral. Ok. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais serein. Tu connaissais ce sur quoi vous pouviez être interrogé? Alors, un petit peu, parce que j'étais un peu sur des forums, et donc on discutait un petit peu et c'est quoi, du coup, ces questions qu'ils posent? C'est un oral de 10 minutes qui explore un peu tes motivations. Donc, ils reprennent un peu ta lettre, et puis ils essayent de voir un peu s'il y avait des contradictions. Et puis, globalement, ils essayent de sentir si tu vas avoir ce qu'il faut pour réussir toutes les études. D'accord. T'as quel âge à ce moment-là? 2015, j'ai 33 ans. 33 ans. T'es face à des gens qui évaluent si t'as les épaules ou pas de partir dans ce cursus. Ouais, c'est ça, ouais. Mm-hmm. Et donc, il y a une dizaine de personnes, parce qu'en fait, il y a 5 facs, même plus que ça. Il y avait Toulouse, Bordeaux, Limoges, 3 facs, 3 filières, dentaire, médecine, pharmacie et sage-femme, 4 filières. Et puis, un jury par filière. Donc, ça fait 4 fois 3, ça fait 12 personnes. D'accord. Donc, t'es sur une table, et puis il y a 12 personnes qui sont en U en face de toi. Voilà, c'est un peu... tu as 10 minutes pour expliquer pourquoi tu veux partir en médecine, et puis ensuite, il y a 5-10 minutes de questions. Ok. Donc moi, j'avais préparé un speech que j'avais appris par cœur. Je l'avais répété avec un collègue de travail, avec ma femme aussi, qui n'était pas encore ma femme, qui est devenue après. Et donc, je sors mon speech tel que je l'avais préparé. Je bafouille pas, j'ai l'impression de parler posément et tout. J'étais content de moi. Mm-hmm. Et ensuite, ça y est, les questions me reviennent. Ouais. Ah oui? Ouais. Donc, première question, parce que c'était le même jury que les autres années. Hein, donc, la première question, c'est Monsieur Meul, on a vu que vous étiez combatif et que vous étiez insistant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire là concrètement si on vous donne pas la passerelle cette fois-ci? Je pense qu'ils voulaient voir si j'étais honnête, si j'étais droit dans mes bottes. Et je leur ai dit honnêtement que je repartirais pas en PACES. Parce que... en première année de médecine. Ouais, en première année de médecine, ouais, avec le concours à la fin. J'ai préféré jouer la carte de l'honnêteté parce que je savais que je le ferais pas, et que déjà l'honnêteté avec moi-même, c'est un truc qui est important pour moi. Donc, je voulais pas dire que je partais alors que je le ferais réellement pas. Parce que je pense que ça se serait de toute façon senti dans ma voix ou dans le discours que je pourrais avoir derrière. Et puis, en gros, je leur ai dit ça, et surtout, je leur ai dit, écoutez, là, j'ai eu l'opportunité de vous exposer mon projet. Si vous y croyez pas, je vous ferai confiance, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai dit ça comme ça. Donc, t'as pas tenté de bluffer, de surenchérir, Non. J'ai dit les choses telles qu'elles étaient, et j'ai un peu misé sur le fait qu'ils apprécieraient l'honnêteté, quoi. Ok. Et la deuxième question, je crois que il y en a eu que 2. La deuxième, c'était vous avez 33 ans, vous allez repartir à zéro. Ouais, s'il y a eu 2 questions, il y a eu est-ce que ça vous fait pas peur déjà? J'ai répondu que si, évidemment.
Et la deuxième question, c'était vous allez vous retrouver avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que vous, qui n'ont pas du tout les mêmes projets. Qu'est-ce que ça vous évoque? Là, je sais plus ce que j'ai répondu, mais bon, globalement, je crois T'as été avoir sincère en tout cas. Ouais, et t'as pas tenté de. Ouais, non, et puis je crois surtout que j'ai dit que j'étais pas le seul à le faire, qu'il y avait beaucoup de gens qui reprenaient dès le début, même étant un peu plus âgés, que donc ça se faisait, et puis que comme il y en aurait d'autres, je serais copain avec les vieux, quoi. D'accord. Et, Ok. et la dernière question me revient. Ah oui, si, il y avait. Il y a eu deux autres questions. Il y a eu la question de la possibilité d'avoir des enfants qui s'est soulevée. Parce que voilà, vous avez 33 ans, est-ce que vous avez des projets de famille et tout ça? Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que on attendait un enfant à ce moment-là, au moment de l'oral de la passerelle. Ok. Et donc la sincérité, moyen. Je ne l'ai pas caché, je ne l'ai pas dit. J'ai pas non plus donné la corde pour me pendre parce que je partais quand même déjà. Tu penses que ça t'aurait coûté une admission? Franchement, j'ai pas voulu jouer. En fait, a posteriori, là, après avoir fait tout le chemin, je pense que je mesurais pas à quel point ce serait compliqué. Et donc, alors que eux, ils le savaient. Voilà, j'ai pas voulu jouer. D'accord. Je leur ai pas dit, je n'aurais pas d'enfant. Je leur ai pas dit que j'en avais, que j'allais en avoir, puisque notre petite était prévue pour le mois de novembre, du coup de 2015, donc 2 mois après la rentrée en gros. Ok. Là, et donc en gros, ce que j'ai dit, c'est que il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient surtout des internes, mais qui avaient des enfants et qui conciliaient les deux, et que je ferais ce qu'il faut pour concilier les deux, quoi. Ok. Là, l'oral se termine, t'as une réponse combien de temps après? Alors, je crois que j'ai eu une réponse avant de sortir de la salle. C'est vrai? Pas officielle, mais quand je suis sorti de la salle, il y a un des membres du jury qui m'a dit on espère que les études de médecine vous plairont. Incroyable, ok. Et donc, franchement, quand je suis sorti de la salle, j'avais une banane, mais de fou. Ah oui. C'est vrai que j'étais vraiment, vraiment très, très content. Et la réponse officielle est arrivée, je sais plus, quelques jours après par mail, et puis c'est parti. Et puis c'est parti, quoi. Ok. Ouais. Bon, on va pas détricoter l'ensemble de tes années. Quoique, il y a beaucoup de choses à dire sur les premières années de médecine. Il y a un enfant qui arrive du coup 2 mois plus tard. Ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Être externe, c'est-à-dire tu rentres en 2e année pour le coup. Ouais. T'as un bébé à gérer. Ça me fait drôle de dire ça. Ouais. À chaque fois, ma femme, elle trouve que je me mets à pleurer quand je parle de ma fille, et c'est vrai. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un bébé qui était complètement surprise. On l'attendait pas du tout, et ça a tout bouleversé, quoi. C'était super. C'était vraiment extra, et en fait, c'était fantastique. Donc tu commences cette 2e année. Je pense que t'as pas forcément, pour le coup, même si t'avais eu la médecine dans ta tête ces nombreuses dernières années, là, un petit bébé vient te la faire oublier. Alors ouais, c'est vrai que ça chamboule pas mal tout. Effectivement, la semaine qu'on a passée à la maternité, j'avais pas du tout en tête ni les études, ni les examens, ni quoi que ce soit. Mais finalement, ça s'est pas trop mal passé. Tu passes en 3e année? Ouais, je passe en 3e année. Ok. Ce qui me semble important de dire aussi, c'est que j'avais gardé mon boulot pendant cette 2e année. Ok. J'avais gardé mon boulot d'ingénieur à mi-temps. Donc du coup, gérer les études de médecine. Est-ce que ton employeur savait que tu étais admis en médecine? Ouais. Mon employeur savait. Franchement, ils ont été super. J'ai même des chefs qui m'ont encouragé, qui m'ont dit franchement, si tu veux faire ça, vas-y, c'est le moment ou jamais. Faut pas hésiter. Et puis je travaillais dans une grosse boîte. Donc certes, il y avait les questionnements existentiels qui se posaient, qui étaient là et qui ont conduit à ma décision. Mais par contre, ça m'a été globalement facilité quand même. D'accord. Personne m'a mis des bâtons dans les roues. Les gens étaient quand même plutôt sympas, plutôt bienveillants sur le projet, et ça s'est super bien passé au travail tout le temps, quoi. Donc 2e année avec un bébé, avec un mi-temps côté ingénieur, avec une vie de nouvel étudiant en médecine. Ouais. Ok, bon, facile. Ouais, tranquille, quoi. Ok. Tu rentres en 3e année. Là, toujours avec ce 50% chez ton employeur? Alors du coup non, parce que j'ai été obligé de reprendre mon boulot à temps plein, parce que
Ma femme a eu des soucis de travail à ce moment-là. Et donc, il fallait un peu mettre de l'eau dans la marmite, quoi. Donc 100%, sachant que nous, il y a des TD obligatoires, des cours, il y a des présences obligatoires où il faut signer sa présence. Il y a même des stages aussi, des fois, en hôpital où on doit être présent. Là, ça se bouscule. Ouais, ça se bouscule, mais la fac était au courant de la situation et puis ils ont essayé de m'aménager un peu ce qu'il fallait pour que je puisse aller au TD, me mettre des TD tard le soir par exemple ou tôt le matin, ce qui faisait que j'y allais avant d'aller au travail ou en sortant. Ok. Je posais des congés pour les stages et puis globalement ça s'est pas trop mal passé. Mais quand même, j'ai redoublé cette année parce qu'il y avait un petit peu trop de travail. Ouais. J'ai raté quelques matières que j'ai dû repasser l'année suivante. Ok. Donc tu redoubles. Tu as beaucoup de matières à rattraper ? Non, je crois que j'ai 2 matières. Je dois avoir... il me semble que c'était anatomie neuro et physiologie neuro. Ok. Et donc en médecine, quand on redouble pour valider... si on redouble parce qu'on n'a pas validé certaines matières... on peut avoir une année plutôt tranquille puisque le reste est validé. Là, du coup, j'avais 2 matières à passer. Ok, t'as un contraste entre la deuxième année où t'es 50% ça, exactement. Employeur, étudiant en médecine, nouveau papa. Là, tu te retrouves avec du temps libre carrément ou pas ? Alors, quand même pas du temps libre parce que quand on est papa, on n'a pas de temps libre. Mais quand même... bien plus gérable. Bien plus gérable. Au point que à la fin de cette année-là, je me dis mais est-ce que vraiment tu continues quoi ? Ah ouais. Bah ouais parce que en fait j'ai retrouvé finalement un peu pendant une année complète le train-train d'employés quoi. Tu continues à 100% chez ton employeur ? Bah ouais. Ah oui, oui parce que j'avais 2 matières. En fait, je les avais pas ratées de beaucoup. J'avais eu 9,5 dans les 2 matières. Ok, donc j'avais un demi-point à rattraper théoriquement. Donc dans 100%, quelques fois tu travaillais sur 2 matières à rattraper. Je travaillais le soir, je relisais les cours, la Ronéo, et puis j'avais acheté quelques bouquins. Mais je faisais pas beaucoup de médecine sur cette année-là. Okay. Et au point qu'effectivement, là, je me dis, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même de mettre ça de côté et puis de rester. Mais finalement, non. Quand il a fallu prendre la décision de repartir, je suis reparti. En médecine ? Ouais, en médecine. Et mine de rien, cette année m'a aussi permis de monter un dossier pour avoir un congé de formation l'année suivante. Parce qu'après, en 4e année, on commence l'externat où on a des stages à l'hôpital et où ça s'intensifie un peu. Et là, c'était plus du tout tenable de garder un travail, quoi. Donc, j'ai mis à profit cette année pour monter un dossier de congé de formation, c'est-à-dire un financement, enfin plus précisément une autorisation d'absence d'une durée de 1 an et avec un financement... Pour pas clore en fait définitivement la page... pour continuer à avoir un revenu quand même. D'accord. Donc tu pouvais suivre tes études de médecine, aller en stage à l'hôpital, et tu percevais une rémunération de ton employeur. Voilà, c'est ça, ouais. J'ai eu droit pendant une année à 80% de mon salaire. D'accord. Donc là, c'était confortable parce que je pouvais faire mes études. J'avais ma fille et mon fils d'ailleurs qui est arrivé juste au début de cette année-là. Donc j'avais 2 enfants, mes études et quand même des revenus. Ok. Donc, là, on est en 4e année. Donc là, on est en 4e année, au début de l'externat. Assez compliqué parce qu'avec l'arrivée du deuxième petit garçon, le début a été un peu difficile. Parce que là, pour le coup, tu dois aller à l'hôpital tous les jours, il y a une présence obligatoire. Oui, ouais, c'est ça. Avec en plus, le premier stage, c'était en cardiologie, donc ça commençait tôt le matin, c'était intense. Et puis, notre petit garçon, il est arrivé le 25 août de cette année-là. Donc, il était vraiment tout bébé. Et c'est vraiment la partie où c'est difficile. Et où ça a été un peu compliqué. Ok. 4, 5, 6. Alors, il y a toujours ce fameux concours à la fin de la 6e année que l'on prépare avec le programme, c'est 4e, 5e, 6e année. Tu as pu te préparer avec la rigueur et l'énergie que tu voulais ou tu penses que ça a été plusieurs combats à la fois ? En 6e année, oui. En 4e et 5e année,
peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais suffisamment pour valider sans problème et sans rattrapage toutes les années. Okay. En tout cas, c'est pas brouillant au point de de te demander ce que tu fais là. Tu vois clair et tu travailles bien. J'y vois clair. Je pense que étant un peu plus âgé, j'avais une certaine maturité et j'arrivais à faire le tri entre les connaissances qui étaient vraiment indispensables pour être un médecin et les connaissances qui étaient surtout là pour trier les gens et classer les gens pour le concours. Et donc, c'est vrai que moi, je me focalisais pas mal sur l'acquisition des compétences médicales. Moi, j'allais tout le temps en stage et en cours, alors qu'il y avait énormément de gens qui, dès la 4e année, commençaient à bachoter pour les ECN. Les gens qui... certainement ceux qui ont terminé dans les 100 ou 200 premiers, voire pas forcément. Premiers. Pas forcément. Il y a l'épisode avec Marie qui nous raconte qu'elle aimait les stages et que bachoter sur les bouquins, c'était pas forcément sa tasse de thé. Bon, alors pas elle. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, avec le stress du concours, se disent je suis en train de rater, de passer à côté de révision sur mes bouquins, je vais pas en stage, il faut absolument que j'aille réviser sur ma livre. Ouais. Quoi. Alors moi, ça m'a fait ça en 6e année, effectivement, parce que quand même, il y a vraiment le concours qui arrive à la fin. Après, moi, j'avais déjà passé des concours, donc je savais ce que c'était que de s'engager pour passer un concours. Et je pense que ça m'a aussi vachement aidé, ma formation, la prépa, apprendre, parce que la prépa, on apprend quand même vraiment comment travailler de façon efficace. Et puis c'est un peu la force brute, quoi. Hein. Faut mettre l'accélérateur, tu mets l'accélérateur, tu te poses pas de questions et t'y vas. Et puis je voulais aussi en garder un peu sous la pédale parce que en fait c'est un marathon, ça dure 3 ans et je pense que si tu pars à fond dès le début, c'est compliqué de tenir la distance. Donc moi j'ai eu envie de partir tranquille mais quand même sérieux. Et puis j'ai mis un gros coup d'accélérateur sur la dernière année, sur la 6e année. Ouais. T'es accompagné sur ces 6 années, en tout cas ces 5 années. Il y a des gens qui ont fait le même cursus que toi ou t'es seul, isolé avec la trentaine passée? Non, il y a quelques personnes qui ont fait la passerelle aussi, qui sont un peu plus âgées que moi. Et c'est vrai que il y a de quoi dans ton cursus, il y a de quoi se demander en plus avec ça, avec cette différence d'âge, de se demander qu'est-ce que je fais là avec des gens qui ont 10 ans de moins que toi autour de toi? Ouais, après. Moi, je me sens jeune dans ma tête, donc c'est vrai que moi, ça me pose pas de problème. Alors peut-être que les autres se disaient oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce vieillard, ce papy là, mais moi, je me sentais pas vieux, donc moi, ça me posait pas de problème. Il est vrai que je me sentais quand même plus proche des autres passerelliens ou de ceux qui avaient repris la PACES que j'étais quand même plus avec eux. Après, j'étais surtout chez moi, enfin en dehors des cours, j'étais surtout chez moi avec des enfants, ma femme, ouais. Mais effectivement, en cours, j'étais quand même plus souvent avec les un peu plus âgés, on va dire. Ok. Donc le concours se passe, tu obtiens un classement qui te correspond bien, qui te va bien? Ouais. Déçu ou pas? Alors non, absolument pas déçu. Franchement, quand j'en parlais au moment du concours, ce que je disais, c'est que c'était moins bien que ce que j'aurais voulu. C'était mieux que ce que j'aurais pensé en sortant des épreuves. Et c'est à peu près ce que j'aurais imaginé quand je m'entraînais, quoi. D'accord. C'est à peu près ça le truc, quoi. Ok. Là, comme d'habitude, à force, vous qui écoutez, vous êtes habitués à connaître la question. On va choisir la spécialité et la ville. Ouais. Est-ce que tu as les idées claires là-dessus? Alors oui, j'ai les idées très claires parce que je suis marié, j'ai des enfants, mon épouse est sage-femme et a déjà son cabinet sur la région toulousaine. Donc pour moi, c'était hors de question de partir à Brest ou à Strasbourg. Hors de question même à Bordeaux, hors de question de quitter la région toulousaine. C'était un petit peu le contrat, qu'on avait passé. Alors on l'a pas formalisé comme ça, mais ça va. Mais tacitement, ça allait sans dire que je faisais un peu mon caprice de reprise d'études, mais il fallait pas que ça impacte trop la vie de famille. Parce que ça l'a impacté quand même, mais il fallait pas que ça détruise notre vie de famille. C'était absolument hors de question. Donc c'était Toulouse obligatoire. Et puis médecine générale, c'est ce que je voulais faire dès le début. Donc pour moi, le choix était quand même assez naturel. Néanmoins, il est vrai que pendant l'externat,
En fait, on fréquente l'hôpital, on fréquente les autres médecins. Il y a aussi un peu l'émulation avec les autres étudiants qui font qu'on se pose un peu des questions. En fonction des stages où on va, il y a des trucs qui nous plaisent plus ou moins. Il y a des spécialités qui nous attirent, des spécialités qui nous repoussent, des spécialités où on se dit « Ah, ça c'est stylé ». Et voilà. Donc moi, il y avait plusieurs trucs qui m'auraient éventuellement intéressé en dehors de la médecine générale. Il y avait la pédiatrie, les urgences, la réanimation, gynéco-obstétrique. Et puis, à un moment donné, je crois qu'un jour, je me suis dit, mais peut-être je pourrais être chirurgien. Mais ça a duré 20 secondes. Ouais, parce qu'on sait derrière que, pour le coup, en fait, t'as cette première partie de la 2e à la 6e année où tu te dis, ok, c'est rock'n'roll, c'est violent, mais après, au cours de l'internat, ça sera médecine générale. Et si tu envisages d'autres spécialités, là, tu parlais de contrat tout à l'heure, c'est peut-être pas le contrat que tu avais signé initialement. C'est pas le contrat que j'avais signé initialement, effectivement. Un internat de chirurgie, c'est quand même encore plus demandeur qu'un internat de médecine générale, même si, franchement, on nous en demande quand même pas mal en médecine G, surtout à Toulouse. Enfin, je sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas, à Toulouse, c'est quand même assez intense. Et puis même indépendamment de ça, en fait pour moi c'était ça quoi. C'était, pour moi vraiment le médecin c'est le médecin généraliste, c'est la figure du médecin que j'ai dans ma tête. C'est ça que je visualise quand je vois mon médecin quoi. Le monsieur dans son cabinet, sympa, qui s'occupe de ses patients, un peu à la fois le bon copain et puis quand même qui est là quand ça va pas. Voilà, c'est vraiment l'image du médecin que j'ai et celle à laquelle je voulais adhérer quoi. Ok. On a oublié de parler d'un 3e événement. C'était 3e enfant. 3e enfant en 6e année. En 6e année, le jour de Noël de l'année de l'internat. Ça a été une année compliquée, la 6e année, ouais. Alors que c'est l'année charnière. C'est l'année. En plus, il est né quand ton 3e enfant ? Le 24 décembre. 24 décembre. Du coup, les 6 premiers mois qui précèdent strictement le concours. Ouais. C'était la fin de grossesse déjà. Et effectivement, c'est ça. Avoir un enfant de 6 mois quand tu passes l'internat, c'est vrai que c'était un peu chaud. C'est une année que j'ai vécue de façon ambivalente. Parce que d'un côté, j'étais fier de moi parce que j'arrivais à travailler sérieusement. Et donc, je culpabilisais pas trop de pas travailler parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup travaillé cette année-là. Mais par contre, j'avais vraiment une culpabilité de me reposer beaucoup sur Anna pour tout ce qui était la gestion des enfants, quoi. Alors, j'étais à la maison toute la journée. Donc, c'est vrai que il me semble que j'amenais les enfants quand même le matin à l'école et que je me mettais à travailler après et que le soir, je sais plus trop si j'allais les chercher ou pas, mais en tout cas, j'étais présent à la maison quand il fallait faire les bains, préparer le repas, la vaisselle, tout ça. Et puis ensuite, une fois que tout le monde était couché, ça m'arrivait de me remettre à travailler de 22h à 23h30 à peu près. Donc c'était voilà. D'un côté, j'étais vraiment fier de ce que j'arrivais à donner pour l'internat. Et puis d'un autre côté, quand même, un vrai sentiment de culpabilité de beaucoup me reposer sur Anna, quoi. D'accord. L'internat débute. J'ai fait un burn-out quand même assez rapidement au début de la 6e année quand même. Ah ouais. Ouais, un peu on va dire vers novembre, je me suis un peu effondré. Popcorn. Je pense que j'ai fait explosion. J'ai fait une espèce de crise d'angoisse. Parce que c'est sans doute lié aussi à cette projection. Le concours de la fin de la 6e année, c'est un peu le truc dont on nous parle depuis le début des études. Et je suppose que le truc approchant, tu voyais que toi, il y avait des choses à gérer par ailleurs. Tu t'es dit, je suis en train de passer à côté de l'élément central de ma carrière. Ouais, et puis alors ça, et puis aussi, surtout, je suis aussi en train de passer à côté de ma 3e fille, ce qui est un truc encore plus central que ma carrière. Évidemment. Et donc c'est vrai que je me suis un peu effondré, on va dire, fin du mois de novembre, début décembre. La fin de grossesse, elle était prévue pour le 20, je sais plus, mais en gros fin décembre. Et la petite est arrivée le 24 décembre. Et c'est vrai que depuis mi-novembre,
Vraiment, je pouvais plus travailler. À un moment, j'ai dit, mais stop, j'y arrive plus, quoi. Je pouvais plus ouvrir un bouquin, j'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à mémoriser quoi que ce soit, plus à faire des QCM. C'était un peu épouvantable. Et donc, j'ai dit, tant pis, j'arrête. Là, je me consacre sur ce qui est important. Que je me disais que de toute façon, pour médecine générale, il y avait quand même moins d'enjeux à être bien classé au concours. Et donc, j'ai dit, tant pis, à un moment, faut... T'as réduit un peu la voilure. Ouais, j'ai bien réduit la voilure. Et j'ai repris, on va dire, vraiment sérieusement avec le bon rythme après les vacances de février. D'accord. Ce qui a permis, on va dire, de gérer l'arrivée de la petite et les premières semaines où j'ai pu être un peu plus présent pour ma famille. Pour tout le monde. Ok. Du coup, l'internat débute après des années où tu as quand même laissé beaucoup d'énergie dans la bataille. Il y a plus simple comme externat, comme premières années de médecine. Ouais. C'est une joie de rentrer dans l'internat avec la concrétisation, la mise en application des connaissances, une vie bien plus concrète avec une vie hospitalière ou une vie en stage, etc. Là, ça se débloque et est-ce que les planètes s'alignent à ce moment-là ? En fait, à ce moment-là, vraiment, globalement, c'est un peu un sentiment d'achèvement parce que tu te dis, c'est bon, il n'y a plus d'interrogation, quoi. Je sais ce que je vais faire comme spé, je sais où je suis. Globalement, effectivement, ouais, c'est là. Ok. C'est bien. Donc, comme on le dit souvent dans le podcast, voilà, c'est vraiment la guerre sur les 6 premières années. Derrière, des choses se tranquillisent un peu quand même. Ouais. Parce qu'il y a quelques externes qui écoutent les épisodes. La guerre prend bientôt fin. En fait, je sais pas si j'utiliserais cette expression-là. Si, elle est pertinente, mais pour moi, c'est vraiment le stress, l'inquiétude. Et oui, moi je parle de la guerre psychologique. Ouais, c'est ça. Toute la difficulté, l'anxiété, les impacts sur la santé mentale. Je pense que si on compare entre externat et internat, l'impact sur la santé mentale de l'internat, il est là, il y a son lot de difficultés, mais l'anxiété générée par l'incertitude de l'externat, pour moi, est vraiment très très massive. Ouais, alors l'anxiété, après, elle vient plutôt, elle devient générée par le devenir de tes patients, quoi. Ouais. Mais effectivement, il y a, une fois qu'on a passé les ECN, on sait qu'on va être médecin, on sait où on va être, et puis on sait où est-ce qu'on se dirige. Donc c'est vrai que ça soulage un petit peu. D'accord. Ça soulage un petit peu. T'es heureux de ta spécialité, ouais. de ton internat ? Ouais, je regrette pas du tout ni ma spécialité, ni ma ville. Hein. Moi, je suis à Toulouse depuis 2003, donc je le regrette absolument pas. Et je regrette pas du tout ma spécialité. Et plus j'ai progressé au cours de l'internat, plus je me suis approprié le rôle du médecin généraliste, en fait. Et plus je me dis, plus je confirme mon idée que oui, c'est la médecine que j'ai envie de faire. Ok. T'as failli être absorbé par d'autres spécialités, mais... Ouais, mais je garde le cap. Ok. Quelle est la place de la médecine dans ta vie ? C'est une des questions centrales du podcast. Est-ce que tu peux nous dire, là, la médecine, elle prend quelle place ? C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier vraiment que j'aime. Hein. Aujourd'hui, je me pose aucune question sur l'intérêt de ce que je fais, sur l'utilité de ce que je fais, sur le sens de mon boulot et sur ce que j'apporte à la société. Mais c'est un métier. C'est un métier donc qui doit pour moi garder sa place de métier. Ok. Même si ça ne veut pas dire qu'on le fait mal. J'essaye de le faire du mieux que je peux, mais c'est vrai que... pas d'investissement à outrance. Voilà, c'est ça. Je vois énormément de médecins qui n'ont que la médecine dans leur vie, ou du moins qui sont mangés, bouffés par la médecine, et moi j'ai pas envie d'être comme ça. Okay. Parce que j'ai pas envie d'en être dégoûté, en fait. Après, est-ce qu'on arrive à avoir ce recul et à éviter ça ? Peut-être qu'ils le sont parce que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on se fait peut-être bouffer par quelque chose qu'on voit pas venir. C'est vrai. C'est vrai, j'espère que ça sera pas mon cas. Mais, et du coup, l'avenir, tu le vois comment, installé comment, avec quelle organisation pour échapper à ça, justement ? Alors, moi, je compte m'installer assez rapidement.
pour plusieurs raisons. Déjà parce que finalement, la vie de médecin me va bien. La vie de médecin généraliste me convient bien et donc je me vois bien avoir mon cabinet, avoir mes patients, tout ça. Comme je te le disais un petit peu avant qu'on commence de discuter, j'aurais bien été tenté par la vie de jeune médecin, parcourir un peu le monde, faire des remplacements à droite à gauche, vivre un peu au jour le jour et tout ça, mais ça pour le coup c'est pas très compatible avec ma vie de papa, on va dire. Donc voilà. Et puis la dernière raison, c'est un peu une raison morale, c'est-à-dire que dans la ville où j'habite et un peu aux alentours, il y a vraiment un gros manque de médecins. Je pense que j'apporterai quelque chose, quoi. Ok, c'est le principal. Voilà. Apporter quelque chose, c'est le principal. Guillaume, merci beaucoup. Merci Maxime. Merci de nous avoir présenté cette force mentale qu'on a tous palpée, je pense. On embrasse ta famille. Ouais, moi aussi. Ils ont quel âge, les petits? La dernière, Élise, donc, qui est née l'année de l'internat, elle vient d'avoir 3 ans. Thibaut, qui est né juste au début de l'externat, il a eu 5 ans et donc là, il va fêter ses 6 ans au mois d'août. Et Gabrielle, qui est arrivée juste au début des études, elle vient d'avoir 8 ans. D'accord. Et elle va fêter ses 9 ans l'année prochaine. Ok. Un truc qui me semble important de signaler aussi, c'est l'engagement exceptionnel de ma femme avec moi pendant toutes ses études. Elle m'a toujours poussé à y aller. Elle m'a toujours soutenu et ça a été un soutien énorme. J'aurais franchement jamais réussi si elle n'avait pas été là. S'il n'y avait pas eu les enfants non plus qui m'ont, voilà, quand je rentrais que c'était difficile, le fait d'avoir les enfants, ça rend les choses moins difficiles. Et voilà, je sais que ça a été vraiment difficile pour elle, notamment surtout en fait le stage des urgences à Carcassonne, le premier stage d'internat, parce qu'en fait c'était un stage à garde, des gardes de 24 heures. Et du coup, je faisais les trajets à chaque garde pour aller de Toulouse à Carcassonne pour pouvoir être là quand même à la maison. Mais en fait, il y avait vraiment beaucoup de gardes et j'étais pas souvent à la maison. Du coup, c'est elle qui gérait les enfants. C'est elle qui a géré quand la petite Élise s'est cassée la jambe. Ça a été très compliqué pour elle, très très compliqué à gérer pour elle, le fait que j'ai pas été là. Et voilà, pendant tout ce stage, franchement, à la fin, on était vraiment, vraiment, vraiment contents que ça se termine. Donc même pendant l'internat, il y a eu des choses assez difficiles. Mais j'ai l'impression, surtout le premier stage. Après, j'avais eu la chance d'avoir un classement qui m'a permis de choisir des stages qui restaient proches de Toulouse. Donc en dehors de Carcassonne, j'ai toujours été à 30-40 minutes de la maison maximum. D'accord. Ce qui me permettait quand même d'être globalement là, quoi. Merci Guillaume. À bientôt. Merci Maxime. À bientôt tout le monde. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.